Madame, Monsieur, bonsoir. Ils étaient des millions devant leurs écrans en France et ailleurs, des dizaines de milliers dans les rues parisiennes et pendant quelques heures, Paris a retenu son souffle jusqu'à ce que le PSG décroche une deuxième Ligue des Champions historique. Un exploit sportif et une fête qui devait appartenir au football, mais comme souvent, l'euphorie a rapidement laissé place à une autre réalité, une réalité faite de vitrines brisées, de voitures incendiées, d'affrontements et d'interpellations. Plus de 800 personnes arrêtées à travers le territoire français et un décès recensé. Mais pourquoi et comment passe-t-on en quelques minutes de la communion collective à la confrontation urbaine? Et qu'est-ce que ces débordements nous disent de nos sociétés? Et pendant que l'Europe s'interroge sur les violences autour du football, dans quelques jours commence la plus grande Coupe du Monde de l'histoire. En chiffres, ce sont 48 équipes en compétition, 3 pays hôtes, 104 matchs en 39 jours de compétition. Et dans ce nouveau paysage, le Maroc n'arrive plus comme un outsider parce que depuis l'épopée du Qatar, les Lions de l'Atlas ne sont plus simplement attendus, ils sont observés. Alors comment concrètement transformer l'exploit de 2022 en régularité avec cette pression nouvelle qui accompagne désormais chaque match, qu'il soit amical ou pas, avec toute liste de sélection. Le football est cruel. Hier, il suffisait de rêver. Aujourd'hui, il faut scorer. Alors, du sacre du PSG aux ambitions des Lions de l'Atlas, des débordements aux exigences d'un mondial XXL. De simple jeu, le football est devenu ce miroir grossissant de nos passions, de nos frustrations et de nos ambitions collectives. Nous ouvrons le débat avec nos invités ce soir. D'abord, un plateau avec moi. Il est consultant sportif, également fondateur de HBA Consulting, Hicham Saïd Alaoui. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous pour commenter ces rendez-vous sportifs. Avec nous également depuis Paris, mon confrère Saïd Labadi, journaliste sportif. Bonsoir Saïd Labadi, merci de vous joindre à nous. Bonsoir et bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci d'être parmi nous. Merci aussi à l'entraîneur Amin Amour qui se joint à nous depuis Rabat aussi. Bonsoir Amin Amour, merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors messieurs, nous avons donc d'abord cette victoire en Ligue des Champions contre Arsenal après tir au but du Paris Saint-Germain. Hicham Saïd Alaoui, un mot d'abord sur cette finale de la Champions League de samedi. Je dirais une finale rébarbative, très décevante. Ça a été une prestation de très très mauvaise facture, vraiment un piètre match. Je pense que la fatigue s'est ressentie parce qu'on rappelle que les joueurs sortent de saison à rallonge. On rappelle le parcours du PSG, notamment en Coupe du Monde des clubs, sous le cagnard, pour parler très trivialement. Il faisait chaud. C'était un prélude au mondial qui va se dérouler dans le pays de l'oncle Sam dans quelques jours. Donc, finale très moyenne, opposition de style pure et parfaite. D'un côté, vous aviez des esthètes, avec Dembélé le ballon d'or, avec Désiré Doué, avec Barcola, avec Vitinha, avec Joao Neves, avec Nuno Mendes, l'arrière-gauche, bien sûr Achraf Hakimi, le meilleur arrière-droit peut-être de l'histoire. Beaucoup de très bons joueurs. Et de l'autre côté, beaucoup de rigueur, beaucoup de possession de balles, beaucoup de détermination sur le coup de pied arrêté, notamment sur les corners. Et une stat, si je devais en retenir une seule, le Arsenal est sorti avec 69 passes réussies en première mi-temps, c'est un total famélique. Et le PSG a eu 3 fois plus la possession de balles que Arsenal, c'est-à-dire à peu près 75% contre 25%. Une vraie opposition de style avec un banc de touche autrement plus fourni côté PSG que côté Arsenal. Arsenal, un peu contre le cours du jeu, c'est le style d'Arsenal, a réussi à marquer son but. On tirait leur épingle du jeu très longuement jusqu'à un pénalty provoqué avec une naïveté confondante et qui a été bien transformé par Ousmane Dembélé, qui confirme son statut et qui renforce la position de la France comme ultra favori à l'occasion du futur mondial. Donc, vraie opposition de style. Sur le papier, tout était réuni pour un beau match. C'est la première fois de l'histoire, petite note d'ironie, que 2 capitales s'affrontent. Arsenal est un peu le loser magnifique des finales. On se rappelle la dernière fois, ironie du sort encore, c'était à Paris contre le Barça. Ils avaient ouvert le score et le Barça était revenu en 2006. Là, l'histoire est un éternel recommencement. Mikel Arteta était un très bon joueur du PSG. Donc, beaucoup de clins d'œil du destin. Quelques joueurs qu'on va retrouver, comme Marquinhos, comme Gabriel qui rate le dernier tir au but. Donc, pas mal de choses à voir. Mais ma principale satisfaction, c'est que, alhamdoulilah, notre joueur star ne s'est pas blessé. Il a tenu son rang 120 minutes. C'est sa 3e Champions League. Bravo Achraf. Alhamdoulilah, il n'y a pas eu de blessure.
et on l'attend de pied ferme pour le mondial à venir. Seul joueur arabe à avoir 3 Champions League à son actif. Et aussi, Amin Amour, c'est l'autre Africain, aux côtés de Samuel Eto'o, à avoir aussi donc 3 Champions League à son palmarès. Effectivement, non, mais Achraf Hakimi, c'est une histoire de réussite. Je pense que ça fait du bien de le voir. C'est un modèle pour les équipes nationales. Je pense qu'il est venu en U16 avec l'équipe nationale à l'époque. Ensuite, il est revenu en U20. Il a fait un stage avec les U20. Il a été aussi appelé en U23 et il voulait tellement se qualifier à l'époque pour les Jeux Olympiques aux côtés de Tissou Dali, Soufiane Amrabat. Et puis après, il est revenu, c'est vrai, en tant que joueur en U23, mais en plus dans les 3 qui ont plus que 23 ans, dans les derniers JO avec une médaille. C'est un modèle de résilience. Et aussi, pour les jeunes Marocains, c'est un très bon modèle parce qu'il a joué dans les grands clubs. Il est aussi passé par les sélections nationales. Aussi grand qu'il est sans talent, qu'il soit sans talent, aujourd'hui, on a vu quand même, il a été dans les catégories de jeunes. Et ça, les joueurs marocains qui jouent à l'étranger, il faut qu'ils le regardent. Il faut qu'ils prennent Achraf pour exemple, quelqu'un qui est passé par toutes les sélections quasiment et qui aujourd'hui s'impose comme capitaine, qui est aujourd'hui leader dans ce vestiaire du PSG, mais aussi dans le vestiaire de l'équipe nationale, qui a beaucoup de choses à apporter et qui a un arrière-droit qui a révolutionné son poste. Là, aujourd'hui, il joue comme latéral inversé. Ce n'est pas une invention de Luis Enrique, c'est une invention, on l'a vu avec Cruyff au début, et puis par la suite, Guardiola a développé ce concept-là. Mais un arrière-droit avec autant de rôles sur le terrain, qui peut être relayeur, qui peut être numéro 6, qui peut être deuxième attaquant, qui peut être sous l'attaquant comme 10, qui peut aller comme ailier, qui a une compréhension du jeu de position comme ça. Il y en a pas. Il y a pas eu dans l'histoire. Et il marque l'histoire pas que par les titres. Aujourd'hui, c'est l'Africain le plus titré, 19 titres, mais aussi il marque l'histoire parce qu'il apporte aussi au football moderne. Il apporte à ce football moderne, notre Achraf Hakimi national. Un mot sur cette victoire du PSG, sur ce nouveau titre des Parisiens, Saïd Abadi, avant de parler des dérapages, mais d'abord un mot sur cette victoire. Je voudrais juste me permettre de rajouter pour notre Achraf Hakimi un autre élément qui est très important à souligner, c'est que Achraf n'est pas seulement un joueur leader sur le terrain techniquement et tactiquement, on ne cesse de le répéter, le monde entier le répète, mais c'est un leader mental. C'est-à-dire que il y a quelque chose de souligner, c'est qu'à la fin du match, Luis Enrique a quand même fait sortir Ousmane Dembélé. Alors il revenait également de blessure parce qu'il était fatigué, mais il est buteur, il a 29 ans, il est quand même l'un des patrons de cette équipe. Marquinhos, qui est quand même le capitaine de cette équipe, est également sorti avant la séance des tirs au but, qui termine avec le brassard, et Achraf Hakimi, qui est le vice-capitaine. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça souligne l'importance de ce joueur dans cette équipe qui est la meilleure équipe du monde actuellement. Ça fait 2 ans de suite que c'est la meilleure équipe du monde. Ça montre toute l'étendue et toute la puissance qu'il a à travers cette équipe et à travers le monde entier. Achraf Hakimi n'est pas seulement un joueur, c'est aussi un modèle, un rôle modèle pour les joueurs, non pas seulement pour les Marocains, mais pour le monde entier. Quand on parle d'Achraf Hakimi, on parle comme si on en parlait d'un joueur, un joueur majeur, un joueur cadre, comme vous parlez de Dembélé, etc. C'est-à-dire que dans le monde entier, on porte son maillot. Il faut respecter Achraf Hakimi en termes c'est-à-dire planète Terre. On ne parle pas seulement d'Achraf Hakimi comme le modèle de la jeunesse marocaine. Et c'est ça qui est important aussi de souligner. Et je pense qu'il faut qu'on n'ayons pas peur des mots en disant que Achraf Hakimi est un modèle pour la jeunesse planétaire. Et pour revenir sur la finale brièvement, même si tout a été dit, moi je dirais simplement que c'est le football réellement qui l'a emporté, parce que la rencontre
réellement, même si Arsenal a ce style de jeu depuis le début de la saison, je trouve que là, c'était vraiment trop appuyé ce côté défensif de la part d'Arsenal. On a quand même vu tout au long de la saison, même si ce n'a pas été le cas régulièrement, mais Arsenal qui était quand même beaucoup plus offensif que ça, marqué assez rapidement comme ça, je pense que ça ne les a pas aidés, parce qu'ils se sont vraiment recroquevillés derrière. Ce n'était pas une ligne, ce n'était pas deux lignes, c'était 3 lignes défensives que nous avions pendant 80 minutes, voire plus avec les prolongations. Donc c'est vrai que c'était vraiment pas agréable à regarder lorsque nous sommes fans de football, et même pour une promotion de football, c'est vraiment pas la plus agréable. Donc bravo Paris Saint-Germain, bravo pour cette deuxième victoire de suite, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Ils entrent dans un cercle historique. C'est la deuxième équipe à le faire depuis 92. La dernière, c'était le Real Madrid, et qui en a remporté 3 de suite avec Zidane. Et je pense que les Parisiens ne comptent pas s'arrêter là, et c'est sûr et certain qu'ils iront chercher la 3e l'an prochain. Ils iront chercher aussi de nouveaux espoirs, peut-être avec ce mercato, pour rentrer davantage, peut-être renforcer lors de la prochaine saison. Alors, on n'a pas peur des mots, pour reprendre votre expression, Saïd Labadi, et ce jeu de mots de l'équipe du quotidien français, en référence à la fête des mères, la fête des maîtres a titré le quotidien français, quotidien sportif L'équipe. Mais pour rester dans ce jeu de mots, fallait-il pour autant nécessairement mettre le feu à Paris ? Et là, c'est vraiment dans le sens propre. Parce que quand on voit le nombre de véhicules qui ont été incendiés, les vitrines brisées, cassées, fallait-il, est-ce que ça ressemble encore à une fête ? Non, pas du tout. Et ce qui est intéressant justement à souligner, c'est que nous sommes en fin de saison. Il y a beaucoup de célébrations dans différentes villes. Et en France, par exemple, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, on avait la célébration du RC Lens qui avait remporté sa Coupe de France. La première Coupe de France de l'histoire. Il y a eu des magnifiques scènes de liesse avec des gens dans la rue, des milliers de personnes dans la rue. Est-ce qu'il y a eu des problèmes ? Non. On a eu Arsenal. Alors, c'est différent. Arsenal a aussi célébré hier son titre, malgré sa défaite en Ligue des Champions, a célébré son titre de Première Ligue. Alors on a eu malheureusement une personne interpellée qui était avec un couteau et qui aurait agressé des personnes. Mais c'est vrai que globalement ça s'est bien passé. Malheureusement à Paris, on a tendance à avoir l'habitude. C'est vrai, quand je dis malheureux, c'est vraiment malheureux parce que c'est répétitif. L'an dernier c'était déjà le cas. On a l'impression qu'il y a quelque chose de très sociologique à Paris sur ces moments-là. On a envie de profiter de la fête pour briser justement cette fête et casser tout. Donc il y a quelque chose de symptomatique au sein de la population peut-être parisienne, je ne dirais pas française en général, parce que comme je vous l'ai dit avec l'exemple de Lens, mais c'est triste à dire, ça arrive trop régulièrement et c'est navrant de voir ces images-là, parce que c'est une mauvaise publicité pour le Paris Saint-Germain, pour la France et pour le football en général. Alors c'est une mauvaise pub, est-ce qu'il faut sanctionner pour autant les clubs pour les débordements de leurs supporters ? Ça c'est une question qui soulève beaucoup de débats à travers le monde. Hicham Saïd Alaoui. Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'en France, il y a une organisation en association, notamment des ultras. Lorsque des ultras dépassent la ligne rouge, ils sont dissous. On l'a vu avec un certain nombre d'associations, qu'elles soient sportives ou politiques ou autres, et les différents ministres de l'Intérieur ne se sont absolument pas gênés pour dissoudre ce type d'association. Moi, ce que j'aimerais vraiment analyser, parce que c'est très intéressant, c'est d'abord d'où vient le PSG. Le PSG, avant les Qataris, se sauvait piteusement lors de la dernière journée avec la génération des Amara Diané, Stéphane Sessegnon et tous les autres. Lorsqu'ils en viennent aujourd'hui à gagner 2 Champions League, alors que dans tout le palmarès français, avant, c'était juste l'OM et sa Champions League de 93, ou plutôt sa Coupe des clubs champions de 93 face au Milan AC à Munich, j'ai du mal à comprendre un pays, une ville qui attendait ça depuis sa création en 70, qui est en train de révolutionner le foot, comme ça a été si bien dit, qui a connu des phases de galactique, en prenant peut-être le meilleur joueur uruguayen de l'histoire, qui est Cavani, en prenant peut-être le meilleur arrière-droit en son temps de l'histoire, qui était Dani Alves, peut-être le meilleur défenseur central de l'histoire, Sergio Ramos, peut-être le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi, peut-être aussi Neymar, un des meilleurs joueurs brésiliens de l'ère moderne, après les Romario, Rivaldo, Ronaldinho et tous les autres. Honnêtement, ils ont tenté la période galactique, ça n'a pas trop réussi. Ils ont tenté des joueurs de métier, de devoir, Marquinhos, Nuno Mendes, je rajouterai Hakimi dans le lot, Bruno Fernandes. Il y avait également Dembélé qui relevait de blessures à Barcelone et qui avait eu une saison quasiment blanche, qui avait été largement gâchée par les blessures. Donc, en rentrant
dans une nouvelle phase, avec le même management, avec Nasser El-Khelaifi, qui a été conforté par le prince El Thani, il y avait un vrai projet sportif qui était basé sur de la rigueur, sur ce qui fait les bases du sport, avec un coach. Quand il a été question d'arbitrage entre Luis Enrique et la star Kylian Mbappé, l'arbitrage est plutôt allé du côté de Luis Enrique, même si Kylian Mbappé voulait partir et il l'a dit, mais en tout cas Luis Enrique n'a pas forcément sorti les petits plats dans les grands pour retenir Kylian Mbappé, avec des expressions très offensives, avec parfois du rentre-dedans très direct, qui n'a pas servi forcément à arrondir les angles. Et bilan des courses, avec une génération peut-être moins huppée sur le papier, avec un vrai projet sportif, un peuple parisien qui attendait ça depuis des décennies, là, quand ils arrivent au sommet de la montagne, quand ils touchent du doigt le Graal, avoir cette réaction, c'est très très intéressant à analyser sociologiquement. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse parce qu'elle me chagrine en tant que Marocain, en tant qu'Africain, parce que j'ai vu une certaine récupération d'une certaine presse de droite, voire d'extrême droite, qui consistait à poser benoîtement des questions. Il y a beaucoup de gens qui suivent le Tour de France, il y a beaucoup de gens qui suivent le rugby, il y a beaucoup de gens qui suivent la gymnastique, il y a beaucoup de gens qui suivent par exemple le sacre de lance, mais ce n'est pas tout à fait le même public. Et en toile de fond, une certaine presse de droite, voire d'extrême droite, a fait un raccourci entre la typologie des supporters en disant il y a quand même beaucoup de supporters issus d'une certaine immigration qui ont transformé Paris en ce qu'elle est devenue post-célébration du PSG. Là, d'une part, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Le football, ce n'est pas ça. Deuxièmement, les amalgames avec tous les binationaux, les millions de binationaux qui se tiennent à carreau, c'est complètement délétère, c'est complètement exagéré, c'est absolument injustifié. Mais malheureusement, il y a une poignée, peut-être quelques milliers, peut-être un peu plus, de supporters, malheureusement, issus d'une certaine immigration pour certains, qui ont contribué à jeter l'opprobre et qui n'ont pas été dans cette logique d'exemplarité. Je ne dis pas qu'ils doivent représenter leur pays d'origine, mais cet amalgame qu'on va faire maintenant trop facilement dans une certaine presse en disant « rugby, on peut être champion du monde, il ne se passe rien, on peut accueillir le mondial de rugby, il ne se passe rien », pareil pour le RC Lens, pareil pour le Tour de France. Et donc le fait qu'on en vienne à faire ce type d'amalgame et le fait de lire certaines presses d'extrême droite dire « c'est des gens qui n'aiment pas leur pays, c'est des gens qui sont français de papier », relancer ce type de débat, je pense que c'était très dispensable et j'en veux beaucoup à ces pseudo-supporters pour deux raisons. La première, c'est que vous avez attendu ça, messieurs, dames, des décennies, pouvoir célébrer. Et quand on connaît l'histoire de Paris, ce n'était pas forcément gagné. Et deuxièmement, on est tous, en tant qu'Africains, un petit peu pointés du doigt, malheureusement, dans certains pays européens. Et le fait qu'une certaine, je ne veux pas faire d'amalgame, une certaine frange de supporters issus de l'immigration ait pu avoir des débordements, ça me chagrine parce que je n'ai pas envie de donner cette opportunité à une certaine presse d'extrême droite. Alors, il n'y a pas que la presse de l'extrême droite ou de la droite qui a commenté, il y a aussi la presse, une certaine presse de gauche qui a commenté quand même le sacre d'Achraf Hakimi en exposant l'histoire d'une maman qui se demandait comment elle allait expliquer qu'Achraf Hakimi était accusé de viol. Là, c'était une presse de gauche. Hein. Alors, je ferme la parenthèse. Mais cette presse de gauche, elle a oublié les concepts de présomption d'innocence, elle a oublié un certain nombre de concepts. Puisque vous avez parlé de la presse de droite, je voulais aussi évoquer celle de la gauche. Saïd Abadi, en tant que journaliste, on a vu qu'il y a eu beaucoup de réactions politiques cette fois, ce qui pose aussi la question sur le débat, est-ce qu'il est sur les comportements de casse ou sur les effets électoraux supposés de ces violences. Il y a ce député macroniste, Carl Olive, qui a été filmé samedi soir en train de monter sur le capot d'une voiture donc, pour célébrer aussi. Et là, on a les réactions des officiels, on a le ministre de l'Intérieur actuel, Laurent Nunez, qui parle d'une mesure pour compliquer la vente de mortiers d'artifice. Là, on a l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui propose une révolution pénale. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de proposition, Bruno Retailleau. Là, il propose de mettre en place la reconnaissance faciale pour identifier chaque casseur et rétablir une responsabilité financière solidaire. Pour la maire du 8e arrondissement, qui est le théâtre des débordements, alors pour elle, il faut mettre fin au rassemblement sur l'avenue de tous les rassemblements sur les Champs-Élysées. Alors, quand la fête tourne mal, qui paie la facture, Saïd Abadi ?
Eh bien, en fait, moi, j'aurais déjà tendance à dire que le problème en France, alors je parle vraiment de la France parce que c'est ce que je maîtrise en l'occurrence, Oui. c'est qu'on est souvent au niveau de la politique, dans une politique à réaction et non d'action. C'est-à-dire que régulièrement, l'an dernier, on a déjà eu ce problème d'après célébration de Ligue des Champions, on a déjà eu tout ça, etc. Mais le problème, c'est que toujours le lendemain et les surlendemains, etc., on est dans la réaction, on critique, on dit qu'il y a des jeunes qui sont juste là pour casser, on parle de binationalité, etc., etc. Et le problème, c'est que les faits sont exposés, mais on n'a pas d'action, ensuite, on ne dit pas ce qu'il faut faire, etc. Le seul problème, c'est qu'il y a sur les réseaux sociaux notamment des mortiers qui sont mis en vente assez facilement via des applications, etc. Donc les jeunes peuvent se servir. On critique ensuite le lendemain qu'il y a des magasins qui vendent ça. Donc il faudrait que justement que ces politiques mettre en place quelque chose réellement. Est-ce que c'est mortier voilà, d'interdire la vente Décider d'interdire la vente. Décider d'interdire la vente, c'est ce que propose le ministre de l'Intérieur. Donc, est-ce que si on interdit la vente en magasin, cela empêcherait les casseurs de s'en procurer en ligne? Donc, est-ce que c'est une solution au problème? Et à la racine du problème aussi. Le problème, ce n'est pas forcément la vente en boutique, parce que justement, comme je vous l'ai dit, c'est la vente en ligne. Et la vente en ligne, il se passe énormément de choses, malheureusement, sur les réseaux sociaux, où là, c'est plus facile d'aller échanger, etc. Donc, il va falloir prendre des mesures en compte, et il faut réellement qu'on arrête d'être dans une politique de réaction et être dans de l'action. Et c'est là où réellement il faut faire quelque chose, parce que c'est trop facile d'être toujours dans la critique, de laisser les politiciens s'emparer du problème, que ce soit à droite ou à gauche, et sans réagir, simplement de parler. C'est très facile de parler à la télévision et de dire des choses, mais à un moment donné, c'est soit le gouvernement décide d'actionner quelque chose, soit on va continuer à perdurer. Donc c'est trop facile de parler par la suite. Moi, je suis contre le fait de parler. Je préfère qu'on soit actif. D'où ces propositions quand même à droite comme à gauche. Bon, la gauche et les filles en l'occurrence proposent plus de fan zone et moins de répression. Commentaire, peut-être Saïd Abadi toujours? Oui, on peut trouver des propositions, c'est ce que je disais. Alors les fan zones, cela existait. Le problème, c'est je crois que ça avait été arrêté en région parisienne, notamment avec l'affaire qu'il y avait eu lors de la finale de la Ligue des Champions. On parle encore de Ligue des Champions, lorsqu'il y avait eu Liverpool-Real Madrid et que tout s'était très très mal passé au niveau de l'organisation au Stade de France. Il y avait eu des fan zones où tout avait été sauvagement cassé, etc. Donc alors qu'à la différence, lors des Jeux Olympiques, tout s'était bien passé dans certaines zones, fan zones. Donc, il y a réellement une réelle problématique sur ça, sur l'organisation des matchs de football, l'organisation des festivités par la suite. C'est qu'aussi en amont, on a eu une complication au niveau de l'organisation de ces fêtes. C'est-à-dire que les supporters voulaient accéder aux Champs-Élysées pendant un moment pour faire la fête. Ensuite, on a interdit. On avait dit que ça allait être sur les Champs de Mars, donc qui est à proximité de la Tour Eiffel. Au début, on a dit non. Finalement, on a dit oui. Donc, il y a tout ça qui pose problème. C'est que il y a un manque d'organisation dans tout ça. On a du mal à organiser une fête. Alors qu'on parle de toujours Paris, c'est une fête, et on a du mal à faire en sorte que Paris soit réellement une fête. Très bien, un commentaire à Ménamor pour qu'on puisse ouvrir l'autre dossier avec bien sûr cette récurrence des débordements post-victoire, que ce soit à Paris ou dans d'autres capitales mondiales. Surtout moi j'ai vécu à Paris pendant plus de 4 ans à l'époque, donc moi je trouve que surtout les finales, c'est là où il y a des problèmes. Parce que j'ai été au Parc des Princes pas mal de fois. Et franchement, après les victoires du PSG dans des matchs de saison, des matchs de Ligue 1, ça se passe généralement très très bien. On retrouve vraiment le côté romantique de Paris et on retrouve vraiment ce côté-là de douceur et qu'on retrouve que lorsque Paris gagne en Ligue 1 après. Mais le problème, moi je pense qu'il est sociologique. Comme ont dit vos invités, je pense qu'il faut traiter le problème à la racine. Plus d'activités pour ces jeunes, plus d'organisation, on va dire, pour ces jeunes, plus de participation, qui participent au sport, qui soient pas isolés et sans leur trouver d'excuses ou quoi. Ces débordements
sont quelque chose de fortement regrettable. Et voilà, je trouve que à un moment donné, il faut que ça cesse. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, les jeunes, comme les parents, comme aussi l'État. Et il faut que tout le monde voilà, s'organise dans un vivre ensemble où voilà, la pluralité est respectée, mais qui est aussi un civisme présent et qui doit être une condition non négociable pour que voilà, le vivre ensemble finalement règne en paix, on va dire. En paix. Et là, on est à quelques jours de la plus grosse fête footballistique de l'histoire de ce sport. Il s'agit de la Coupe du Monde 2026. Je dis la plus grosse parce que déjà, on a 48 équipes en compétition. Les 104 matchs vont se disputer sur 3 pays, donc à savoir le Canada, les États-Unis d'Amérique et le Mexique. 16 villes hôtes au total. Donc du 11 juin au 19 juillet, c'est vraiment une nouvelle version de la Coupe du Monde qui va se jouer. Nos Lions de l'Atlas, parce que c'est ce qui nous intéresse d'abord, vont s'envoler pour le pays de l'Oncle Sam après-demain, donc le 3 juin, pour le premier match qui va les opposer à la Seleção, à l'équipe, c'est comme ça qu'on dit, hein, n'est-ce pas ? À l'équipe brésilienne, ce sera le 13 juin, au MetLife Stadium. Alors, déjà une question sur ce mondial à 48 équipes. Est-ce que ça favorise le Maroc ? Hicham Saïd Alaoui. Honnêtement, je ne sais pas si ça favorise le Maroc ou pas. Je sais qu'il y a des pots. Il y a pot 1, pot 2, pot 3, pot 4 et que forcément, dans chaque groupe, vous aurez un adversaire a priori plus accessible. Comme il y a pu avoir Haïti pour nous, il y a eu Curaçao dans d'autres groupes. On ne va pas tous les lister pour ne pas faire offense à quelques sélections que ce soit. En revanche, j'aimerais bien me poser la question, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Parce que pour moi, il y avait une certaine sacralité du mondial. Pardon. C'est-à-dire que quand est-ce que va s'arrêter quoi exactement ? C'est-à-dire que comme il y a à peu près 202 pays à l'ONU, c'est quoi la prochaine étape ? C'est qu'en 2034, on va jouer à 200 pays, qu'il n'y aura plus d'éliminatoires. C'est-à-dire le concept de méritocratie pour aboutir à un mondial. Oui. Moi, je suis très, très partisan qu'à un moment, il y a des forts, il y a des moins forts, et que le foot, comme le sport, c'est la quintessence de la primauté, de la supériorité d'une nation sportivement par rapport à une autre. Et donc, pour moi, un mondial à 24, aller à un mondial à 32 font largement l'affaire. Un mondial à 48, ça risque de faire beaucoup de matchs. C'est pour tout le plaisir des annonceurs et tout le plaisir des médias. En revanche, on risque fort d'avoir des matchs qui commencent à compter à partir des quarts de finale. En revanche, il y aurait peut-être 3-4 matchs sous une chaleur insupportable qui vont faire que, après avoir fait pour certains joueurs 70 matchs tout au long de la saison, quand on arrivera au quart de finale, demi-finale et finale, peut-être qu'on aura un spectacle de piètre qualité parce qu'on aura trop tiré sur la corde. Donc moi, pour ma part, un mondial à 48... Donc ça défavorise pour vous le Maroc ou pas ? Pas final, forcément. Parce que si vous dites que déjà ils sont en fin de saison, donc, et vous l'avez dit tout à l'heure quand vous avez commenté le match PSG-Arsenal, on voit que les joueurs commencent à fatiguer un peu. Oui. Et là, arrive le mondial, donc, qui va nécessiter davantage d'efforts au vu de ce qui est en jeu, littéralement. Donc, est-ce que ça va jouer en défaveur de nos Lions ? Pas forcément, parce qu'il y a aussi les meilleurs troisièmes qui peuvent passer. Le Maroc peut largement tirer son épingle du jeu, parce qu'il faudra soigner le goal average face à Haïti, pour faire des choses progressivement. Un rétro-planning. Rétro-planning à l'envers. Bon, oui, vous commencez avec le dernier match, parce que le premier match, il est quand même... Mais ce serait une erreur pour moi. Les Brésiliens. Ce serait une erreur pour moi de nous focaliser sur le premier match, parce qu'il est très possible de battre le Brésil et finalement de faire 2 non-matchs derrière. Comme il est possible de perdre le premier match, de faire 6 points ou 4 points derrière et se qualifier. Pour moi, c'est vraiment 3 points à prendre dans leur globalité. Je pense que le Maroc, vu la configuration, avec une Écosse qui vient d'être diminuée par la perte de son napolitain, Gilmour, remplacé par Fletcher, le fils de Darren Fletcher, l'ancien joueur de Manchester United, qui a 19 ans, qui a 18 minutes de temps de jeu avec l'équipe A de Manchester United cette saison. Je pense que le Maroc a très largement sa carte à jouer. En revanche, je suis plutôt favorable à certaines notions capitalistes. C'est peut-être ma culture. En revanche, là, je trouve qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Je pense qu'on tire trop sur les organismes et j'ai peur
qu'on ait des Eriksen bis, c'est-à-dire des joueurs qui nous font des AVC ou qui nous font des arrêts cardiaques en plein match, parce que 70 matchs, la chaleur, au bout d'un moment, on reste des êtres humains. Aussi préparés soient-ils, aussi bétonnés soient les programmes de préparation et les techniques modernes de récupération, au bout d'un moment, on est rattrapé par la biologie. Donc, c'est très bien pour les annonceurs, c'est très bien pour les marchés asiatiques pour et les autres. 48. Mais 48, pour moi, c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. Alors là, nos Lions sont en train de peaufiner les réglages au complexe Mohamed VI de football à Rabat. Le sélectionneur national compte beaucoup sur un test. Avant d'affronter le Brésil, on va affronter Madagascar. Tout à fait. En match amical à Amin Amour. Il s'agit aussi d'ajuster le dispositif. D'abord, un commentaire sur ce dispositif, sur cette sélection annoncée il y a tout juste une semaine par Mohamed Wahbi, nouveau sélectionneur national. Bon, écoutez, moi, cette liste, je l'appelle, c'est la liste de la polyvalence, mais aussi du comeback. Il y a pas mal de belles histoires dans cette liste. Il y a le comeback d'Aïn Meimouni, qui était en D3 allemande et qui revient aujourd'hui en D1 en Bundesliga. Vous avez Jessim qui se fait refuser par pratiquement tous les clubs en France, qui fait même un test en Turquie, qui n'est pas concluant et qui revient avec Dunkerque et aujourd'hui avec Strasbourg. El Mourabed qui a été laissé de côté du centre de formation de Strasbourg. Il y a beaucoup de belles histoires comme ça. Achraf Hakimi qui revient toujours de ses blessures, le comeback de Chadiriyat, donc le narratif en tant que coach. Et il est là, il est tout présent. C'est un comeback, c'est une revanche, c'est quelque chose qui peut marquer l'histoire et qui voilà, aujourd'hui, on a quelque chose à chercher. On court derrière quelque chose et rien court derrière nous. Et ça, Dan Abrahams, un grand préparateur mental, on parlait de cette nuance. Pourquoi Arsenal et, par exemple, des fois Dortmund avaient du mal à terminer ces 100 mètres? Parce que sûrement, ils étaient terrorisés un petit peu par ce qu'il y avait derrière Manchester City, par Bayern Munich. Aujourd'hui, le Maroc va chercher quelque chose, on a quelque chose en commun, une histoire en commun du comeback. Maintenant, pour la polyvalence, il y a des joueurs, comme vous voyez, comme Mazraoui, qui peut jouer défenseur central, qui peut jouer latéral. Le Wahdi, il y a des rumeurs, je ne sais pas encore de blessure ou quoi, qui est aussi polyvalent. Tous nos milieux de terrain sont polyvalents au point même que ça parle même de Saïb et qui a été déjà essayé au poste de faux numéro 9, qui est Saïbari, qui revient, meilleur joueur d'Eredivisie. On a beaucoup de joueurs polyvalents. Et ça offre quoi? Ce n'est pas juste, ça offre plusieurs dispositifs, mais ça offre aussi de la flexibilité au sein même de la tactique choisie. C'est-à-dire aujourd'hui, je vous parle par exemple de, oui, Wahbi aime bien sur le papier, on va dire 4-2-3-1, il y en a qui vont dire 4-4-2, mais tout ça, ça reste juste un repère. L'animation offensive, les dynamiques, c'est là où on voit le vrai schéma de jeu. On parle du 3-1-6, on parle du 4-2-2-2. C'est un sélectionneur aussi, c'est un entraîneur qui ne garde pas une seule tactique de jeu. Effectivement. C'est assez spécifique à Mohamed Wahbi, oui. Non, c'est ça, c'est la flexibilité. Au sein même on part de ce même repère-là, et puis on part, par exemple, quand on dit 4-2-2-2, il aime bien avoir la structure carrée. C'est-à-dire les deux attaquants qui peuvent descendre, avec en face de les deux pivots. Mais vous savez, dans ce carré-là, il peut se passer plusieurs trucs. C'est-à-dire, il peut y avoir un latéral inversé. Il peut y avoir aussi, par exemple, un ailier plus un faux attaquant, par exemple. Et en laissant l'attaquant qui fixe de l'autre côté. On peut avoir aussi, comme on a vu contre la Corée du Sud, en U20, d'autres structures, mais aussi en d'autres matchs. Par exemple, le 3-2-2-3, qui permet aussi la structure carrée. Un milieu de terrain qui descend pour faire le nombre et battre, par exemple, un 3 contre 2, faire le 3 contre 2, et ensuite peupler le milieu de terrain pour avoir au moins 4, plus un attaquant qui peut s'introduire, qui peut descendre, et qui peut libérer des espaces. Pourquoi il aime bien que parfois les attaquants décrochent? Parce que c'est soit ils attirent des défenseurs et ça libère des espaces pour les ailiers qui peuvent arriver, ou s'ils ne sont pas courageux, les attaquants peuvent se retourner et peuvent attaquer la dernière ligne. Il aime bien mettre 4, par exemple, et un attaquant qui descend aussi, pour avoir, par exemple, un 3 contre 2, mais autre part. On a parlé du 3 contre 2 initial, mais un 3 contre 2 aussi sur les deux pivots adverse. Et ça crée des dilemmes de l'homme libre. Ça permet d'activer aussi les courses du troisième homme que Guardiola
a dit d'eux impossible à défendre. Et on a beaucoup de joueurs qui savent aujourd'hui repérer les courses du troisième homme. Moi, je pense que voilà, je pense que si on a les dynamiques en phase de construction qui vont être bien maîtrisées, je pense que ça sera bien, ça influera aussi sur la progression, sur la finition. Mais aussi défensivement, il aime bien avoir un système de 4-4-2, appliquer aussi le 4-2-4 qu'on a vu avec Arsenal qui a dérangé le PSG, qui n'est pas facile à mettre, le 4-2-4 qui permet vraiment de protéger le demi-espace, d'avoir un 3+3 c'est-à-dire en orientant l'équipe adverse sur le côté, et l'ailier opposé vient avec les deux pivots comme ça pour créer une couverture, pour créer beaucoup de joueurs qui sont capables, on parle de 6 joueurs, et capables de contrer l'équipe adverse qui commence à s'ouvrir, qui veut attaquer. Ça, c'est défensivement. Et il n'a pas de mal aussi à passer avec 5 défenseurs parfois en fin de match, rajouter un défenseur. Aussi dans la même structure, baisser un petit peu le bloc et avoir un ailier momentanément qui fait la ligne de 5, qui peut faire aussi la ligne de 6 en cas d'extrême nécessité. Donc, il y a beaucoup de variables. Et puis, on se souvient tous en U20, il avait Fouad Talat, spécialiste que pour les coups de pied arrêtés. Et ça a ramené ses fruits en Coupe du Monde U20. Vous savez, en 2018, en Coupe du Monde 2018, 39% des buts étaient des coups de pied arrêtés. La dernière, c'était 35%. C'est des chiffres qui sont élevés. Aujourd'hui, il a quelqu'un qui est spécialiste dans le staff que sur ça. Le département de direction technique bosse aussi sur ça. Il bosse aussi ça dans ses séances, que ça soit vidéo, mais aussi sur le terrain. Et je pense que le Maroc sera prêt dans les 4 moments du match, mais aussi les coups de pied arrêtés. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette émission, c'est que nous avons les experts qui vraiment analysent, décortiquent au détail près l'information ou l'actualité. Merci en tout cas Amine Amour pour ces explications bien précises, et puis c'est aussi votre domaine de prédilection vu que vous êtes vous-même entraîneur. Alors Saïd Labadi, beaucoup de pression, on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux visages. Est-ce que cela ne risque-t-il pas de, peut-être, vu l'ampleur du match, c'est un challenge quand même de taille, la Coupe du Monde, affronter de premier abord la sélection brésilienne, c'est une force ou plutôt un défi pour nos Lions? Moi, je vais me référer tout simplement à ce qu'a dit coach Wahbi lors de sa présentation, parce que la question lui a été posée. J'étais présent justement à la conférence de presse, et on lui a demandé est-ce que justement ce statut désormais de pas favori à 100%, mais de faire partie justement de ceux qui peuvent prétendre au titre en finale. Eh bien, il a dit que lui justement, il préférait justement ce statut parce que ça permettait à avoir des équipes en face de lui qui avaient peut-être plus peur et d'appréhension d'affronter ces Lions de l'Atlas. Et justement, c'est là où c'est pas mal. C'est peut-être aux autres d'avoir plus peur justement du Maroc que le Maroc d'avoir peur de cette pression. Mais justement, cette pression, il faut aussi savoir la gérer, parce que une pression, forcément, quand on a des jeunes joueurs, ça peut être compliqué à gérer. Mais il a montré justement, lui, avec ses U20 à l'époque, au mois de septembre dernier, que la pression, il n'y avait aucun problème, même lorsque vous vous retrouvez face au mur et presque éliminé. Il suffisait de mettre un énorme score à la Nouvelle-Calédonie pour passer et ensuite s'ouvrir les portes du titre final. Donc voilà, non, cette pression, ça peut être quelque chose aussi de positif. Et affronter aussi une montagne, une montagne qui est peut-être un petit peu moins grande qu'auparavant, qu'est le Brésil, et justement, ça peut aussi être pas mal parce que ça permet à cette équipe d'être concentrée dès le début et d'être rentré dans le vif du sujet. Et ce qui va être intéressant en plus justement, alors ça reste un match amical et on aura justement peut-être des joueurs qui risquent un groupe qui va tourner, mais avant ce match du Brésil, donc il y aura le Madagascar, il y aura ensuite une équipe que le Maroc va affronter, c'est la Norvège d'Erling Haaland. On ne sait pas qui jouera sur ce match-là, mais là aussi ce sera pas mal de se dire que le Maroc arrivera réellement à rentrer dans le vif du sujet, sera concentré,
aura face à lui. Alors évidemment, la Norvège n'est pas le Brésil, mais il y a quand même Erling Haaland et c'est plutôt pas mal. On a des joueurs comme Odegaard, c'est une équipe assez solide, la Norvège, donc ce sera intéressant de se jauger. Et puis ensuite, on aura l'Écosse. Et je pense que c'est là où ça va être peut-être plus important comme rencontre pour le Maroc, parce que c'est vrai qu'on parle du Brésil comme le grand favori de ce groupe, mais on parle d'Haïti comme le plus faible, mais on ne parle pas de l'Écosse, même si ce joueur, il est un joueur en moins. Ben moi, je pense que l'Écosse, il faut quand même se méfier. C'est une Écosse qui ne joue plus comme auparavant physique. Au contraire, c'est une équipe qui joue beaucoup plus technique. On a plus ce côté physique comme de l'époque où on n'hésitait pas à mettre les bons tacles et le bon coup de genou, le bon coup d'épaule qu'il faut. Non, désormais, c'est une belle équipe qui est capable de marquer, de bien fermer ensuite tout ce qu'il faut pour que l'équipe évite de passer. Donc, je pense qu'il va falloir être prêt surtout dès le début de cette compétition, non pas seulement se concentrer sur le Brésil, mais bien penser à toute la compétition, parce que la compétition, on l'a dit tout à l'heure, elle va être très très longue. On a oublié de préciser qu'il va y avoir un match en plus, 48 équipes, ça veut dire qu'il y aura des 16e de finale. Donc la compétition risque d'être encore très très longue. On n'est plus sur un mois, on est sur 5 semaines. C'est là où les organismes vont devoir être très 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 puissants. Le mental surtout va être très puissant. On a des joueurs qui n'ont pas arrêté de jouer depuis l'an dernier. Sur 2 saisons, on prend un Achraf Hakimi qui a quand même joué l'an dernier la Coupe du Monde des clubs, qui s'est arrêtée pareil mi-juillet, donc il a ensuite repris au mois d'août. Voilà, il y a des joueurs qui ont joué depuis 2 ans. Il va falloir gérer ça. Et c'est là aussi où Coach Wabi a peut-être été très malin par rapport à d'autres sélections. C'est pour ça qu'il a joué la carte un peu jeune, parce que forcément, des joueurs frais, c'est plus important pour ce type de compétition. Oui, l'intégration des nouveaux profils face à l'état physique des cadres, Hicham Ben Saïd Alaoui. Je vais quand même revenir sur le Brésil qui a quand même pulvérisé le Panama 6-2 en match amical, ce qui pourrait aussi nous faire poser la question sur cette gestion du premier match contre le Brésil. Comment ? Alors, le débat sur le Brésil, bien sûr, le Brésil, c'est une force historique, mythologique même, je dirais, du foot, qu'on a tous grandi avec le souvenir, la réminiscence de Pelé, de Garrincha, puis il y a eu Zico, Socrates, un tour en toile de fond de notre para-souvenir. Puis on a eu les équipes qu'on a plus connues de par notre âge, avec les Romario, puis Rivaldo, puis Ronaldinho, Ronaldo, le numéro 9, etc. Donc, très très belle équipe. En revanche, elle n'a plus gagné le mondial depuis 2002. Il y a une éternité pour les pentacampeaux, pour les 5 fois champions du monde. Devant, c'est très costaud. Si vous avez l'extérieur gauche ou bien l'arrière, l'ailier gauche qui joue au Real, Vinicius, vous avez l'ailier droit qui joue au Barça, Rafinha. Si vous avez Paqueta... Alors, hier, ils ont joué sans Neymar. Hein. Ils ont quand même gagné le Panama 6-2. Et là, Neymar a été sélectionné. Il jouera cette Coupe du Monde. Alors, là, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Parce que si vous êtes capable de gagner, de très bien tourner, j'ai vu le match, il y avait beaucoup d'automatisme, Casemiro a trouvé sa place, Paqueta a trouvé sa place, tout le monde a trouvé sa place, sachant qu'il y a des renforts qui n'y étaient pas, typiquement Gabriel, Arsenal qui a raté le tir au but, et Marquinhos, défenseur central. Très belle équipe, avec un très bon gardien qui joue à Liverpool, peut-être une défense et un milieu de terrain un petit peu moins bon, devant, avec Hendrick et tous ceux que j'ai cités, c'est assez impressionnant. En revanche, si vous êtes capable de gagner avec autant de fluidité un match 6-2 sans Neymar, quid du retour de Neymar, qui a un statut. Rappelons que même lors du mondial à domicile, quand ils prennent 7 buts face à l'Allemagne, Neymar, par le genou de Zuniga, le Colombien, n'avait pas joué. Et donc, il avait été absous un peu de l'humiliation collective. On disait, si Neymar avait été là, peut-être que la configuration aurait été autre. Donc, Neymar, c'est un peu le chouchou. Il est toujours passé entre les gouttes. C'est un peu la réminiscence du Joga Bonito historique du Brésil. Et donc, le fait de revoir Neymar, je trouve que c'est très intéressant, géré pour Ancelotti, parce qu'il a 2 choix. Soit il le fait jouer s'il est apte, s'il le fait jouer... S'il est apte, parce qu'il est blessé. Ça peut déstabiliser une équipe qui tourne bien sans lui. S'il ne le fait pas jouer, à voir comment il va gérer son moral, parce que lorsque vous êtes un winner, un tel champion comme Neymar, et que vous avez l'âge de Neymar, c'est-à-dire c'est votre dernière Coupe du Monde, comment vous allez gérer même inconsciemment vos états d'âme. Donc très intéressant à voir. En revanche, j'aimerais revenir juste sur un petit sujet. Il n'y a pas tant de nouveautés que ça par rapport à 2022. Si on devait comparer, c'est les 3 mêmes gardiens, je pense pour l'équipe marocaine. Hakimi est arrière droit, Mzraoui est arrière gauche, Naïf Aguerd, défenseur central, Romain Saïs a pris sa retraite. Qui de Diop ou de Chadi Riyad devrait le remplacer? À droite, vous aviez Ounahi. Ziyech n'est plus là, il peut être remplacé par Jessim par exemple. À gauche, Amlah n'est plus là, il peut être remplacé, j'ai n'importe quoi, par Sebari par exemple. Nseri n'est plus là, il peut être remplacé numériquement par Rahim et par Kabi, ou bien par Diaz de l'autre côté pour le cas de Ziyech. Si vous voyez en détail le 11 type,
il y a 3 à 4 changements. Ce n'est pas une révolution totale avec une fin de cycle et une nouvelle génération qui se cherche. Vous avez facilement 7 titulaires en puissance qui étaient là. Pour certains, ils se sont aguerris à la Zelzouli, à la Bilal Khennous, qui est natif de 2004, qui était un peu jeune en 2022. Je pense que c'est plutôt une transition dans la continuité. Une transition dans la continuité, alors, une transition dans la continuité, c'est assez intéressant comme concept, cela dit. Mais on le sait, côté attaque, les Brésiliens ont une avance sur nous. Oui. Contrairement à la défense, par exemple. Alors ça, c'est une opposition de style intéressant parce que s'il y a un compartiment qui donne des sueurs froides aux supporters marocains, c'est un peu la défense, parce que ce n'est pas peut-être notre génération de défenseurs centraux qui donne le plus de certitude dans l'histoire du foot marocain. Autant nos arrières latéraux sont de niveau mondial. Quand vous parlez de Mzraoui plus Hakimi, vous faites une moyenne. C'est peut-être la meilleure paire d'arrières latéraux au monde de toute la compétition. Je défie quiconque de me donner une sélection qui a autant de talent à droite et à gauche. Peut-être dans l'axe, il y a un petit peu moins de certitude. Il n'y a qu'à voir le nombre de sélections moyennes comparativement à d'autres pays où on risque peut-être de commencer le mondial avec une charnière qui est en cumulé à moins de 5 sélections. Si vous faites Chadiriyad plus Diop, au moins de 10 sélections. Ce n'est pas forcément l'assurance tout risque, ou ailleurs, vous avez des joueurs à 100 sélections, à 90 sélections, avec un petit jeune qui a une trentaine de sélections. Donc, effectivement... Pourquoi 3 gardiens 3 gardiens, c'est la norme. On aurait pu en prendre 4. Vous avez toujours le triptyque, un titulaire, un deuxième qui doit être d'un niveau très similaire au premier, un troisième, soit on le prépare pour l'avenir, soit, à contrario, on le prend très expérimenté, à la Lionel Charbonnier, par exemple, lors du Mondial, alors que le deuxième était Bernard Lama et le premier était Fabien Barthez pour le Mondial 98. Je pense que Reda Tseghnaoui, c'est son 3e Mondial. Oui. Et d'ailleurs, c'est une première historique. Les 3 gardiens, c'est la même triplette de gardiens, 3 mondiaux de suite. S'il n'y a pas de blessés, ce serait une première historique, première mondiale. Tseghnaoui, le premier mondial était à l'IRT, à Tanger, prêté par le Wydad. Le deuxième, il était au Wydad. Là, il est à l'AS FAR. Et donc, pour moi, 3 gardiens, il aurait pu en prendre 4. Bon, il a un 4e gardien réserviste, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui, 3 réservistes, on a... Marwan Saadan, notamment. Exact, Saadan, Sbaï et El Harrar. Oui, donc vous avez forcément 3 gardiens, je pense que c'est dans la moyenne, c'est dans la norme. Donc il y a cette opposition de style où vous vous dites, la force vive du Brésil, c'est quand même devant. Nous, nos plus grandes incertitudes sont derrière. En revanche, offensivement, on a nos armes face à une défense plutôt vieillissante du Brésil. Et au milieu de terrain, si vous me dites que Naïl Ainaoui fait une super saison à l'AS Rome et qui s'est bien ressaisi après la CAN où ça s'est un peu moins bien passé avec Gasperini à l'AS Rome, si vous voyez les nouveaux, si vous voyez Sévaré, meilleur joueur d'Eredivisie, si vous voyez Gessim qui est en train de marcher sur l'eau et qui peut partir du côté du grand frère Chelsea, par exemple, parce que c'est le même propriétaire que Strasbourg. Donc il y a beaucoup de belles choses. On a nos cartes à jouer. Vinicius sur le papier fait peur, Hendrick fait peur, Rafinha fait peur, il n'y a pas de problème. Titulaire à l'OL, au Real, au Barça. Mais on a nos cartes aussi, il n'y a absolument aucune raison d'avoir des complexes. Le temps où le Brésil, comme en 98 ou en 2002, quand vous l'aviez dans votre poule, ça valait 3 nuits blanches, je pense que ce temps est dépassé. C'est un test de la solidité mentale, ce premier match contre le Brésil, je pense. Encore une fois, je ne m'en fais pas une montagne, parce qu'il y a 2 matchs derrière, et l'erreur majeure consisterait à tout miser sur le premier match et à galvauder les 2 matchs suivants. C'est un match, ça vaut 3 points. Si on bat Haïti, ça vaut 3 points aussi. Et donc moi, si on passe meilleur 3e avec 4 points, je prends très largement. Oui, comme ça on évite les risques d'attente disproportionnée ou d'attente tout court, des expectations. Alors, dernière question, comment passer du statut de révélation à celui de puissance installée? Amine Amor. Écoutez, aujourd'hui, c'est une culture, c'est un mindset. Et c'est un mindset à installer. Et justement, je parlais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on court après quelque chose ou quelque chose nous court après? Et il y a aussi la culture de la gagne. Aujourd'hui, on a appris à gagner. Après la Coupe du Monde de 2022, avec Walid au Qatar, il y a eu 3e au JO, il y a eu plusieurs titres de Coupe d'Afrique chez les jeunes. Il y a aussi le titre de champion du monde avec le même coach. Ce coach-là qui a une culture de la gagne, qui vient d'Anderlecht, qui a passé 17 ans à Anderlecht, qui a fait 2 demi-finales de Champions League des jeunes avec les jeunes d'Anderlecht, qui a gagné beaucoup de titres avec les jeunes, qui a formé des winners comme Lukaku, comme Tielemans, comme des joueurs qui jouent dans le haut niveau. Et qui sait gagner. Aujourd'hui, c'est partir avec des objectifs. Lui, Weby parle beaucoup du travail. Et je pense que pour vaincre un petit peu cette oisivité, on va dire,
qui peut laisser installer le doute et tout ce qui va avec. Et on travaille. Ça travaille beaucoup sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, que ce soit par des causeries vidéo, que ce soit aussi avec le travail individuel avec les joueurs qui est fait par le staff. On fait des réunions avec les défenseurs et ça je vous le dis, je vous le confirme, ce sont des choses qui se passent vraiment à l'intérieur de la fédération. On fait des réunions aussi avec les milieux de terrain, on fait des réunions avec les attaquants, on montre peut-être les futurs adversaires. Et aujourd'hui, c'est comme ça, c'est en nous concentrant sur nos forces, sur comment battre l'adversaire et qu'on aura aussi cette posture de winners. Voilà, il faut regarder ce qui a été fait dans le passé, il faut s'en imprégner, mais il faut aussi garder le cap devant pour aller affronter toutes les équipes, mais sans complexe. Merci beaucoup Amin Amour, Saïd Labadi. Je voudrais réitérer mes remerciements. Il y a aussi cette pression médiatique autour des Lions, mais on l'a vu. Là, pour l'annonce de la sélection nationale, on a vu que la presse, mais aussi les réseaux sociaux, ont été plutôt avenants, plutôt positifs par rapport à cette liste annoncée par Mohamed Wahbi, contrairement aux listes et aux autres annonces faites par son prédécesseur Walid Regragui. Mais en tout cas, nous sommes pleins d'espoir pour transformer l'héritage de 2022 en régularité. C'est la fin de cette émission. Je voudrais réitérer mes remerciements à mes deux invités. Saïd Abadi, encore une fois, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, c'était super. Merci. Et c'était super aussi de vous avoir, Amin Amour. Merci. Merci beaucoup, ce fut un honneur. Merci, et bien sûr, merci Hicham Ben Saïd Alaoui. Merci, ravi. Merci beaucoup, si Amin et si Saïd. Merci à vous, cher Hicham, et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Je vous souhaite sur ce une bonne soirée.